Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette première plénière. Vous êtes accueillis par une table ronde très masculine sur un thème extrêmement large qui peut être, selon les approches, très motivant, mais aussi par certains côtés très inquiétants. Nous allons en discuter. Le thème de l'innovation. Trois personnalités publiques: Nicolas Bavrez, économiste et historien, Jean-Louis Etienne, médecin explorateur, et Pascal Pic, paléoanthropologue au Collège de France. Alors, je voudrais dire un mot liminaire sur l'endroit où nous nous trouvons, parce qu'en fait, le thème de la plénière est indéfectiblement lié au lieu où nous nous trouvons et où nous parlons, le CNAM. Le CNAM, rappelons-le, est créé juste après la Révolution politique, la Révolution française. Il est créé au début de la première révolution industrielle et il a la nécessité d'innover pédagogiquement pour former des citoyens qui viennent de se libérer d'un ordre établi. Et pour cela, il va mettre en place et inventer une forme de démonstration, d'enseignement par la pratique dans tous les arts et métiers de la société. Et cet esprit nous anime encore au travers des formations et des territoires. Alors, voilà comment nous avons choisi avec nos invités prestigieux de structurer le débat. D'abord, on va échanger entre nous jusqu'à 11h-5 à peu près, puis ensuite libérer la parole de la salle pour environ un quart d'heure. On va échanger en trois temps entre nous. D'abord, un temps de calage des définitions, revenir sur ce mot innovation. Puis un deuxième temps plus macro, plus institutionnel, sur les règles et les principes d'action. Une série de questions qui permettent de comprendre ce qui habilite ou contraint, facilite ou entrave l'innovation à un niveau relativement large, pour aborder dans un troisième temps les mêmes questions, mais à un niveau plus micro, au niveau des acteurs, des individus, des organisations qui coordonnent les acteurs. Alors, pourquoi commencer par un temps de définition? Parce que je crois que profondément le mot innovation étant utilisé par tous, parfois à tort et à travers, est galvaudé. Et il est important de le clarifier. Quand on prend le recul de l'histoire, on sait que le sens positif dont s'est paré le mot innovation est assez récent. Flaubert, qui a dans son dictionnaire des idées reçues résumé les approches traditionnelles, disait en face d'innovation toujours dangereuse, parce qu'à la définition la plus générale de l'innovation, on introduit quelque chose de nouveau dans quelque chose d'établi, dans des sociétés établies. L'innovation perturbe. Aujourd'hui, il est important de revenir au sens du progrès et du renouvellement de la société, dont le mot innovation s'est paré au détour des premières révolutions industrielles. Et je voudrais donc commencer par interroger nos invités sur vos définitions et vos approches de l'innovation, en y incluant peut-être des symptômes de l'innovation contemporaine, et puis aussi les finalités que vous mettez derrière le mot, le sens que vous attribuez au mot innovation. Et je propose, Jean-Louis Etienne, de commencer par vous interpeller, et puis de passer la parole à nos autres invités, de lancer ainsi la discussion qui, évidemment, si elle se veut innovante, reposera en partie sur de l'improvisation. Bonjour. Moi, je vais aller au-delà du concept, mais entrer dans la pratique de l'innovation, celle que j'ai connue, celle que j'ai suggérée. J'ai deux exemples. Le bateau Antarctica que j'ai fait construire il y a 20 ans, qui s'appelle Tara aujourd'hui. C'est un navire que j'ai fait construire pour affronter les régions polaires sans risquer de se faire broyer par la banquise. Et donc, avec des amis, on a dessiné ce bateau. On l'a proposé à un moment donné à une validation d'un bureau de contrôle. À l'occasion, c'était le bureau Veritas. Alors là, personne n'y croyait. Et je me suis trouvé confronté avec la frontière. La frontière, parce que l'innovation, c'est la frontière au-delà de laquelle vous accompagne l'expert. Vous voyez, l'expert, il normatise, il régule, et à un moment donné, vous lui proposez quelque chose qui est au-delà de la frontière de ce qu'il connaît. Et là, vous entrez dans l'innovation. J'ai eu la chance de rencontrer à ce moment-là un copain qui était avec moi à Mathelem et qui était prof de méca à Supaéro. Je lui raconte et il me dit: on vient de recevoir un programme Katia Aviation, c'était en 87. Il me dit: l'école, il n'y a pas d'élèves à l'école Supaéro.
Cet été, si tu veux, on fait du travail de transfert de contraintes. On a fait ça et on a amené au Bureau Veritas ce dossier merveilleux qui lui a rien coûté et qui lui a permis tout d'un coup de dire « Ok, on valide ». J'ai de nouveau un exemple que je crée à l'heure actuelle qui s'appelle PolarPod, c'est un nouveau navire vertical qui va dériver autour de l'Antarctique. Là, on est largement au-delà de la frontière à laquelle vous amène l'expert. Mais l'innovation, donc, je me rends compte qu'elle naît dans la liberté qu'on s'octroie d'inventer quelque chose. Et ça dépend bien sûr de l'échelle. Moi, je parle à mon échelle personnelle, ce que je ressens. Il m'arrive de visiter des entreprises. Il n'y a pas très longtemps, j'étais chez Airbus à Toulouse, qui est une pépinière d'ingénieurs de haut vol. Il n'y a que des savants. Et le problème de cette entreprise où chacun à son poste est quelqu'un de très évolué, très éduqué, qui a une connaissance de son appareil, c'est effectivement comment est-ce qu'on peut faire remonter l'innovation, sachant que chacun à son poste a une idée, en disant mais si on faisait comme ça irait mieux. Comment est-ce qu'il va faire remonter cette idée au sommet de la pyramide de manière à ce que cette innovation ou cette suggestion soit acceptée. Donc vous voyez, dans la pratique, moi je reste pratique si vous voulez, l'innovation c'est quelque chose qui demande une liberté d'imaginer, qui permet effectivement de le mener. Et ensuite, le deuxième facteur indispensable, c'est la persévérance. Parce que sans persévérance, vous êtes tout de suite balayé en disant on a essayé, ça ne marche pas, etc. J'ai visité à Stanford, j'ai pas étudié à Stanford, hein. J'ai étudié au Collège technique de Mazamet d'abord. Mais j'étais à Stanford. Et il y a une salle à Stanford où de temps en temps il y a des réunions. Et le leitmotiv, c'est « il est interdit d'émettre une pensée négative ». Vous voyez ce que je veux dire? Tout d'un coup, chacun se libère, sans peur de dire une connerie, sans peur d'être jugé par ses pairs. C'est le principe même de la salle où les innovations germent et naissent, parce qu'à un moment donné, on peut dire n'importe quoi, enfin n'importe quoi, c'est quand même des gens structurés qui sont là. Voilà. C'est cette liberté, en fait, qui est absolument indispensable pour qu'émerge l'innovation. Je m'en tiendrai là à ce moment-là. Merci beaucoup pour cette approche par les pratiques et par les exemples qui permet de remonter à des principes génériques de l'innovation. Est-ce que, Pascal, vous souhaitez enchaîner? Oui, merci. Donc, bonjour, mesdames et messieurs. Oui, alors, quand on parle d'innovation, tel que ça a été très bien exprimé par Jean-Louis Etienne, on voit bien que dans le champ des sociétés humaines, il y a des personnes qui ont des idées, des projets, qui inventent et qui ensuite donc innovent en espérant que, effectivement, et c'est le cas pour Jean-Louis, que ceci puisse se réaliser. Alors là, on est vraiment dans le champ de l'innovation, donc des sociétés humaines. Il se trouve que maintenant, dans la nature, l'histoire de la vie innove toute seule depuis 4 milliards d'années, sans qu'il y ait de Bureau Veritas, sans qu'il y ait de projet, et on en fait partie. Et la vraie question est, sommes-nous capables de comprendre ce qu'est une innovation dans le champ des théories de l'évolution? En fait, ce qui est très compliqué par rapport à ce que vient d'expliquer Jean-Louis Etienne, c'est que la nature innove sans qu'il y ait de projet. Il n'y a pas d'intention. Et c'est le génie de Charles Darwin, dont je rappelle au passage, puisque c'est évoqué dans le journal Tout changer, le grand-père est peut-être l'homme le plus important de la fin du XVIIIe siècle, qui pourtant n'en manquait pas, qui est simplement un des fondateurs du monde entrepreneurial et un des fondateurs avec ses amis de la révolution industrielle. Darwin, donc Charles, le petit-fils, était à bonne école, dans une bonne famille à cet égard, et Charles Darwin est le premier à nous faire comprendre qu'il y a des processus naturels de ce qu'on appelle l'innovation. À partir de là, il faut être plus précis. Darwin, et ce qui d'ailleurs inspirera Joseph Schumpeter, il ne le dit pas dans ses écrits Schumpeter, il le dira sur la fin de sa vie dans une interview. On lui demande quel est pour vous le livre le plus important ou un des livres les plus importants de l'histoire de l'Occident. Il y en a beaucoup, bien sûr. Et il dit, c'est Charles Darwin, donc l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle. Darwin est premier de dire que les variations émergent sans aucune nécessité, sans répondre à un besoin de l'environnement. Variation. À partir de là, on n'avait pas encore d'innovation. Il va falloir attendre plus de 100 ans pour comprendre que ça vient du système génétique et de la sexualité.
Donc produire de la variation sans que ça corresponde aux besoins de l'environnement. Et deuxièmement, si ces variations sont sélectionnées, plus renforcer sa sélection naturelle, et si elles sont renforcées par des moyens d'autres sélections qu'on appelle la sélection sexuelle, donc la sexualité, c'est une innovation qui permet d'aller beaucoup plus vite dans la sélection des variables favorables par rapport aux conditions de l'environnement, et bien effectivement ça va extrêmement vite. Donc c'est que là que l'on passe à l'innovation, c'est quand ces variations sont sélectionnées. Et c'est pour cette raison que le monde change tout le temps. Puisqu'à partir du moment où vous avez des systèmes, parce qu'on sait que la sélection naturelle est un système qui a sélectionné ce qui produit de la variation. Donc à partir du moment où vous avez l'émergence spontanée de variation, vous ne pouvez pas avoir de milieu stable. Parce qu'à un moment ou à un autre, cet environnement changera. Et ça, c'est quelque chose qu'on a énormément de mal à comprendre en France, parce que nous avons une tradition philosophique qui laisse entendre que seul l'homme peut innover et que, notamment les espèces, en termes de comportement, sont liées aux instincts, ça ne peut pas bouger. Ceci est complètement faux. Donc on a du mal à comprendre la pensée darwinienne. Et pour revenir aux enjeux de société, notamment dans le cadre du CNAM qui est ici, on est vraiment sur l'articulation variation-sélection, c'est l'articulation invention-innovation. Étienne nous a très bien dit à l'instant, Jean-Louis Etienne, pardon, nous a dit à l'instant que, je pense à mon Étienne Klein, c'est pour ça, pardon, cher ami, et donc, un petit glissement là, c'est très clairement, il ne suffit pas d'inventer, et la France est un pays qui a des capacités d'invention extraordinaires. La vraie difficulté, on en parlera, c'est de passer l'innovation et la phase entrepreneuriale. C'est ça notre difficulté. Mais derrière cela, comme on a du mal à comprendre ce processus de variation-sélection, je vais vous expliquer ce qui se passe aujourd'hui dans le monde dans lequel on est. Nous sommes vraiment dans un monde complètement darwinien. Quand Steve Jobs a dit « I'm going to change the world » en créant le smartphone, 2007, je vous le rappelle, hein, il n'a jamais dit comment le monde allait changer. Il a simplement mis à disposition un appareil avec une plasticité d'utilisation qui a été laissée aux faveurs, aux désirs des entreprises et bien sûr des utilisateurs. Et pour vous donner un exemple darwinien pour terminer ce propos introductif, c'est exactement ce qui s'est passé avec Twitter. C'est ce qu'on appelle le coût marginal zéro de Jamie Rifkin. Vous avez des garçons et des filles qui se réunissent sur la plage en Californie. Donc le feu de bois, les marshmallows, la bière, le surf. Sympa. Et la guitare. Important pour innover. Et là, ils décident de créer un système de messagerie, une application, une apps, comme on dit chez les gens branchés, avec des messages courts envoyés à ses amis. Premièrement, ça ne coûte rien. Deuxièmement, on est entre copains et copines, on s'amuse bien. Troisièmement, si ce n'est pas pris, c'est pas grave, on fera autre chose. Mais si c'est sélectionné, pardonnez-moi, ça peut changer le monde. Or, Twitter, c'est quoi aujourd'hui? C'est les printemps arabes, c'est les mauvaises informations, la viralité du Brexit et dont on vient de voir les conséquences cette nuit. Et c'est aussi les systèmes d'évaluation des valeurs de la City basés sur l'analyse des opinions. C'est aussi Google Calico qui permet de détecter dans l'immédocine l'émergence des épidémies, etc. Donc c'est ça que je suis en train de vous dire, mesdames et messieurs. Les gens qui ont créé Twitter, ils ne sont pas dit on va changer le monde. On va faire quelque chose qui nous fait plaisir. C'est pas sélectionné, ça ne change rien. Mais une fois que c'est sélectionné, ça a un effet considérable. Et aujourd'hui, nos sociétés sont confrontées à cela. Et c'est pour ça que le politique ou les prospectives aujourd'hui sont en difficulté, parce que ces innovations peuvent émerger dans ces environnements numériques qu'on appelle l'espace digital darwinien de façon complètement nouvelle, et on verra d'autres applications effectivement qui sont en train de se faire. Donc voilà l'essence de Darwin. Ce n'est pas contradictoire avec ce que veut dire Jean-Louis Etienne, parce qu'effectivement on pourrait dire, ben oui, mais ces jeunes, ils avaient une intention, vous avez créé quelque chose, oui, mais ils ne créaient pas quelque chose pour un besoin de la société, si ce n'est de leur petite société, mais qui change l'ensemble de la société. Voilà ce qu'on appelle un monde et un espace digital darwinien. Merci beaucoup Pascal pour ces éléments de réponse. Moi je relève, avant de passer la parole à Nicolas Bavrez, un point commun qui a été abordé de manière différente par les deux premières interventions autour de cette formulation, alors de ce que dans mon champ à moi du management de l'innovation on va appeler un concept, un brief innovant, mais quelque chose qui est de l'ordre du désir, de l'inconnu désirable, d'un brief avec une expansion possible, et le processus de sélection est un moyen, dans ce champ d'expansion, d'opérer une sélection et donc d'innover ou d'entreprendre à la Jean-Louis Etienne, mais progressivement on va rentrer dans les modalités au fur et à mesure de notre discussion.
Nicolas Vavrez, donc je vous adresse la première question de calage autour du thème qui nous réunit. Alors c'est vrai qu'on a eu la fusée à courte portée, ça c'est Jean-Louis Etienne, longue portée géographique, mais courte portée dans le temps. On a eu la fusée à très longue portée, avec la grande histoire de la vie et Darwin. Et donc, il manque la fusée à moyenne portée que je vais essayer d'incarner avec une histoire qui est l'histoire humaine, donc qui est bien moins importante que celle de la vie. C'est toujours bien de partir de l'étymologie. Donc, dans innovation, il y a le caractère de la nouveauté, et ça a été bien rappelé par Jean-Louis Etienne. Il y a la dimension du rêve et la dimension de la réalité. Beaucoup plus modestement que lui, moi je me suis intéressé à l'hydroptère, qui était le premier voilier volant. Et maintenant, quand vous regardez la route du Rhum, tous les bateaux ont des foils. On est le premier avec Tabarly et Alain Thébault à avoir fait ce genre de bateau. Il y avait la dimension du rêve, faire voler les bateaux, et ensuite la réalité, comment on fabrique ces ailes d'avion de chasse dans les usines d'assaut. Et puis il y a le in, et le in, il est important parce que c'est l'idée de processus. Et donc dans l'innovation, on a bien ces deux éléments, et on a donc différentes formes. Des formes qui sont cumulatives, c'est-à-dire des progrès, j'allais dire progressifs, des améliorations. Par exemple, si on prend l'automobile, évidemment, celles d'aujourd'hui sont très supérieures à celles du début du XXe siècle. Il y a des innovations incrémentales, donc qui changent. Par exemple, la voiture électrique par rapport à la voiture moteur à explosion. Et puis, il y a des innovations radicales, ce qu'on appelle aujourd'hui les disruptions. Et ça, c'est la fameuse idée ou le proverbe qui dit que ce n'est pas en améliorant la bougie qu'on a inventé l'ampoule électrique. Et ce n'est pas en améliorant la diligence qu'on a inventé le chemin de fer. Donc, voilà un peu comment les choses se présentent. Et si on regarde l'histoire, on s'aperçoit que le tournant, moi, je le placerai au XVIe siècle. Parce que le terme d'innovation, grosso modo, avant, ça décrit, c'est la démographie. À l'époque, l'espérance de vie tourne autour de 25 ans. Et donc, ce qui est dit innovant, à l'époque, c'est ce qui est jeune. Et en fait, on devient assez vite vieux dans ce monde-là. Et à partir du XVIe siècle, c'est là où on va avoir cette idée de surprise, de rupture et de processus, et où l'innovation va avoir un nouveau sens. Et vous voyez que c'est le moment où l'Occident va prendre le leadership du monde et où va émerger autour de l'État, ensuite l'État-nation, ce qui va permettre de construire le capitalisme et la démocratie. Donc, à partir de cette introduction, je pense qu'il y a trois choses qu'il faut rappeler. La première, c'est que l'innovation est indissociable de la destruction créatrice. C'est ce qui fait à la fois sa force et c'est ce qui fait également les résistances qu'elle provoque et les peurs qu'elle suscite. Si on regarde les technologies, l'effet d'accélération qui a été rappelé est spectaculaire. En termes économiques, on essaye de mesurer l'impact d'une technologie en regardant combien de temps il faut pour que la moitié de la population potentiellement touchée soit touchée. Il a fallu 160 ans pour la machine à vapeur, il a fallu 100 ans pour le moteur électrique, il a fallu 50 ans pour l'ordinateur, il a fallu 10 ans pour le téléphone mobile et Internet. Autour de là, il ne faut pas limiter l'innovation à la technologie. Quand on regarde le capitalisme, lui aussi s'est réinventé. On a eu l'émergence de la révolution industrielle, la mécanisation, ensuite l'émergence de la grande entreprise et du salariat, ensuite les États-providence, la régulation keynésienne et aujourd'hui la mondialisation. Et si on regarde également la géopolitique, il est clair qu'il y a le grand ébaulement de la Révolution française et puis des guerres napoléoniennes, ensuite la montée de la démocratie, la lutte entre les démocraties et les totalitarismes au XXe siècle, aujourd'hui l'émergence, la réémergence du fanatisme religieux et des nationalismes et une nouvelle forme alternative à la démocratie avec les démocratures. Et les entreprises changent aussi. On a eu au départ
Donc le début, l'industrialisation, l'urbanisation, l'apparition de la très grande entreprise, ensuite l'entreprise multinationale, aujourd'hui l'entreprise plateforme numérique. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est la relation entre ces formes qui changent et qui se réinventent. Le deuxième remarque, c'est qu'aujourd'hui, il ne fait pas de doute que nous sommes non seulement dans une économie d'innovation, mais dans une civilisation d'innovation. Et que ça se traduit par justement la multiplication de ces chocs, dont on a vu le dernier cette nuit avec l'élection de Trump après le Brexit, mais il y a eu aussi 2001, le krach de 2008 au plan économique, l'ubérisation au plan technologique, Chine, Russie, Turquie, les démocratures, et le surgissement de l'État islamique et le fanatisme religieux avec une transformation, là encore, du terrorisme. Et derrière, nous avons donc de très grandes révolutions qui touchent la démographie, l'économie avec le capitalisme universel, la technologie, l'écologie, et puis la géopolitique qu'il ne faut jamais oublier avec cette double dimension religieuse et nationaliste. Et finalement, donc, par rapport à ces chocs et ces révolutions, vous voyez qu'on explique y compris ce qui s'est passé cette nuit, c'est-à-dire que ce sont des machines à polariser, d'une certaine manière, la sélection, et c'est vrai des individus, mais c'est vrai aussi des entreprises, c'est vrai des nations et des continents. Donc chacun a le choix entre aller vers le haut ou se retrouver marginalisé et déclassé. Et donc ça pose deux grandes questions, c'est-à-dire la première, il va de soi que quand on n'est pas en position d'aller vers le haut, évidemment, il est légitime de ressentir une grande peur, et c'est aujourd'hui cette grande peur qu'on trouve au sein des démocraties et qui alimente les populismes. Et cette peur est d'autant plus grande que derrière, il y a quand même une grande rupture historique, c'est que en perdant le monopole de l'innovation, l'Occident a perdu le monopole de l'histoire du monde. Et cet ébranlement est un ébranlement majeur qui clôt la période historique qui a commencé à la fin du XVIe siècle. Et c'est d'autant plus important qu'on a parlé de morale et d'éthique. Je crois qu'il faut être très clair là-dessus, c'est que ce qui a été rappelé, la technologie, elle n'est pas bonne ou mauvaise en elle-même, elle dépend de ce que les hommes en font, et il n'y a pas de fin de l'histoire. Donc on revient à ce que disait Aaron, c'est-à-dire que les hommes font leur histoire, même s'ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. Et c'est cette perpétuelle idée que dans un monde d'innovation, ça n'empêche que ni la prospérité, ni la paix, ni la liberté ne sont données, il faut les construire. Et si on les déconstruit, ça peut se finir mal. Bien, merci beaucoup Nicolas pour cette intervention. 3 panoramas très complémentaires qui vont nous permettre de basculer au deuxième temps. Je retiens dans votre intervention, Nicolas, à la fois la variété des objets de l'innovation, pas simplement la technologie, avez-vous dit notamment. Vous réinsistez sur l'accélération de ce qu'on appelle l'intensification de l'innovation. Et puis vous marquez aussi quelque chose qui apparaissait en filigrane, comme une sorte de tension entre des formes d'innovation plus ou moins innovantes. Il y a tout un tas de qualificatifs. On parle beaucoup de rupture aujourd'hui ou de radicalité de l'innovation. Et donc, ça va nous amener de manière assez contingente, c'est-à-dire dépendant des formes d'innovation et des contextes dans lesquels on veut innover, à la mise en œuvre et aux modalités, en abordant d'abord cette question à un niveau relativement large, plutôt institutionnel. Et là, je vous adresse à vous trois une première série de 3 questions qui va, j'imagine, vous amener à repartir dans des panoramas complémentaires. D'abord des questions sur les conditions institutionnelles de l'innovation, ce qui permet notamment de penser la France pour son rapport au reste du monde. Un rapport historique et culturel à l'innovation qui commençait à émerger notamment dans les propos de Nicolas Bavrez. Et puis une question qui, elle, nous amènera progressivement au 3e état de la discussion, sur la manière d'innover. Est-ce qu'il faut fixer des objectifs? Vous avez commencé à répondre, Pascal. Ou au contraire, déterminer un cadre d'action plus général. Voilà ce que je veux livrer au débat. Et je vous laisse vous en emparer comme bon vous semble et dans
dans l'ordre qui vous séduit. Jean-Louis, vous voulez repartir? Je ne sais pas où je vais me situer là-dedans. Le dernier, c'était quoi qui m'a un peu surpris? Le dernier, la troisième, il y a l'institution d'abord. Le dernier, c'est la question Est-ce qu'il faut un cadrage? Du démarrage, de la nature du cadrage. Est-ce que Moi, le je pense cadrage que est de l'ordre général ou de l'ordre précis? Non, mais l'innovation, c'est quelque chose qui est inhérent à la nature humaine, quoi. C'est bien rappelé. On ne va pas inventer une université des inventeurs, des innovateurs. Vous voyez ce que je veux dire? L'innovation, c'est que je répète, c'est quelque chose qui est au-delà de choses que l'on connaît. Donc y mettre un cadre, c'est déjà complètement la contraindre. Ensuite, c'est l'usage qu'on en fait qu'il faut certainement institutionnaliser et regarder. Il y a des innovations qui sont plus ou moins toxiques. Donc celles-là, il faut effectivement les encadrer. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'individu. Vous voyez, bon, je ne suis pas un universitaire, je ne peux pas parler des heures sur le concept d'innovation. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est que je vois comment ça fonctionne, si vous voulez, quand tout d'un coup on sort du champ du ronronnement normal. De temps en temps, il faut oser sortir des choses que l'on a acquises pour essayer d'explorer autre chose. Et les choses que l'on a acquises sont des choses qui vous confortent, qui vous donnent de l'audace, et c'est là qu'il faut sortir, il faut aller vers l'inconnu de soi. Et moi, je suis vraiment un farouche défenseur du positivisme de l'inconnu. Toujours l'inconnu, c'est ouh là là, ouf. Voilà, non, il y a un positivisme à adopter dans l'inconnu, c'est-à-dire une analyse de ce qui vous est proposé. Et chaque individu a une capacité d'agir. On a tous une zone d'influence. Une zone d'influence, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit familiale, professionnelle, politique, économique. Et donc, si on veut effectivement, toutes les personnes qui sont là sont des gens de bonnes intentions. Et si on veut aller vers l'innovation dans un sens de la bonne intention, chacun, effectivement, doit encadrer, si vous voulez, ce qui existe et ce qui est proposé, en essayant d'être efficace, encore une fois, sur sa zone d'influence. Et je pense que c'est par convergence comme ça de l'efficacité sur ces zones d'influence qu'on peut arriver, par contamination, à créer un monde meilleur, en partant du principe que toutes les personnes qui sont ici sont de bonne volonté. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup, et on est toujours parasité par ceux qui sont de mauvaise volonté en général. Vous voyez, il y a un événement, une manifestation sur un sujet. Donc, le journaliste va faire son boulot, il va interroger une personne qui est pour. Il se trouve qu'il y en a 1000 qui sont pour. Non, il y en a 1000 qui sont contre, les pour, ils ne sont pas là. Bon, on arrive à en trouver un quand même qui est pour, mais dans les 1000 qui sont contre, ils sont là, ils sont réunis, on a un innovateur. À la radio, ça sera 50-50. C'est-à-dire, on donne la parole à celui qui est pour et celui qui est contre, qui n'est pas un reflet, effectivement, vous voyez, des réalités. Donc ça demande une analyse tout le temps permanente, et j'en suis sans arrêt en train de dire à chacun, vous avez les manettes, quoi. C'est important, chacun a les manettes de son existence, et ce qui est important dans l'innovation, dans tout, effectivement, c'est d'avoir cette confiance, de prendre cette audace-là, de porter quelque chose de meilleur. Ce qui s'est passé, on l'a évoqué plusieurs fois cette nuit, effectivement, c'est quelque chose qui devait arriver. Ça devait arriver, les germes d'une révolution sont en place. Quand vous avez 1% de la population du monde qui détient 95%, au bout d'un moment, ça explose. Et il suffit qu'un hableur, un baratineur de première classe qui ça, on va voir ce qu'il va faire après. On a eu la même chose avec le Brexit. C'est des sacrés baratineurs et charismatiques qui sont venus, et une fois qu'on leur a donné les manettes après, ils se sont trouvés à poil, ils ont disparu. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça, que de mener le monde. Et si ils ont été élus, c'est parce qu'à certains moments on ne sait pas faire, effectivement, on ne sait pas faire remonter, c'est-à-dire être efficace sur zone d'influence. Arrêter pas arrêter, mais les concepts généraux, si vous voulez, en général, on se fait applaudir sur un concept général de tout ce qui ne va pas. Et c'est facile de faire la liste de tout ce qui ne va pas. Et à la fin, tout le monde sort, et so what? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et donc je rappelle sans arrêt qu'on a chacun une capacité à agir sur son monde, et c'est ça que je trouve qui est important devant une assemblée. Ma responsabilité, c'est de me dire, on a un paquet de choses qui sont possibles, il faut avoir l'audace à un moment donné, sortir, c'est une phrase banale, mais sortir de sa zone de confort pour effectivement prendre en main le monde que l'on veut. Alors, comment on peut aller vers cet inconnu de soi, que je trouve une formule
absolument remarquable. Inconnu de soi. Je ne répondrai pas, moi, n'étant pas philosophe. Ce que vient de dire Jean-Louis est très important. Il faut savoir qu'en fait, les sociétés humaines n'aiment pas beaucoup les innovateurs et les entrepreneurs. Et le meilleur livre à cet égard, c'est « Pourquoi j'ai mangé mon père » de Roy Lewis. Non seulement c'est drôle, mais lisez-le sous l'angle de nos débats. Vous remarquez que, en fait, comme disait Claude Lévi-Strauss, il y a des sociétés froides et des sociétés chaudes. Les sociétés froides, ce sont celles, effectivement, qui vont faire en sorte que l'innovation ne vienne pas pour ne pas perturber les équilibres, notamment ceux du pouvoir et de la société, telle qu'elle s'est instituée et telle qu'elle a conceptualisé avec ses idéologies, donc cette stabilité. Et puis il y a les sociétés chaudes. Seulement les sociétés chaudes sont celles qui sont dans l'histoire, qui changent, qui innovent. Mais ce n'est pas quelque chose de constant. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il y a plus d'un siècle, la France disait au monde ce qu'était la modernité. C'est la belle époque. 2/3 de l'investissement français était à l'étranger. Les Russes appelaient Paris la Mecque des Russes. C'est les ballets de Diaghilev. La France rayonnait par les arts, par la philosophie, par les sciences, par tous les domaines. Et c'est une période d'avancée entrepreneuriale extrêmement importante et aussi sociale, il ne faut pas l'oublier. Et puis, voilà, au bout d'un moment, certaines sociétés ont décidé, ou partie de la société, c'était terminé. Donc on a sacrifié la moitié des jeunes dans l'horreur de la Première Guerre mondiale. Méfions-nous, ce qui s'est passé ces nuits, c'est peut-être cette annonce, après l'euphorie, effectivement, de toutes ces possibilités liées au numérique, etc., il y a des gens qui ont l'impression de laisser pour compte, et à partir de là, attention à la réaction, ce n'est que le premier avertissement que l'on vient d'avoir. Donc l'innovation, ça ne va pas de soi. Il ne suffit pas de dire, et Nicolas Baverez a très bien dit, qu'il faut de nouvelles technologies, qu'il faut de nouveaux outils. Il faut, et Denis Lafay l'a très bien dit, nous sommes, depuis Condorcet, dans un déficit d'une idée de progrès. Parce que il est vrai que l'Occident, depuis la Renaissance, a, même si le progrès n'est pas que la technique, a intégré la technique et la science dans sa vision du progrès. C'est ça qui est important. Mais ces changements de société, en tant que paléanthropologue, émergent il y a 2 millions d'années avec Homo erectus. À partir du moment où il invente de nouvelles technologies avec le feu, de nouveaux outils, le langage, une physiologie incroyable, le développement du cerveau, etc., ce que j'appelle moi la deuxième coévolution, c'est-à-dire les relations entre nos aspects biologiques, psychologiques et cognitifs en relation avec les conséquences des usages technologiques. En un mot, la cuisson, en quelques milliers d'années, même dizaines de milliers d'années, on a augmenté la taille corporelle et la taille du cerveau, et on a conquis le monde. Donc ça, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, effectivement, c'est comment, effectivement, l'Occident, à partir de la révolution scientifique et technologique, a intégré dans une onde de progrès. Alors Condorcet en a très bien parlé, son contemporain, d'ailleurs, est-ce que c'est très bien Erasmus Darwin, une fois de plus. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous changeons le monde, parce que dès que vous prenez, comme tout à l'heure, l'exemple de Twitter, vous sélectionnez une application, eh bien vous structurez l'espace digital darwinien, sauf que personne ne nous dit quelle sera la vision de progrès de demain, d'où l'enjeu, effectivement, de ces publications dirigées par Denis Lafay, qui nous montrent bien que nous avons besoin d'avoir une idée de progrès. Et sauf que si on ne l'a pas, eh bien, nous avons les conséquences que nous avons vues cette nuit. Et sachant que ces périodes de changement sont toujours marquées, et une fois de plus, je renforce les propos de Nicolas Baverez, par le retour des nationalismes et, bien sûr, des fondamentalismes religieux ou autres. Et ça, c'est la reproduction des cycles. Et c'est pour cette raison qu'il faut être extrêmement vif là-dessus. Maintenant, d'un point de vue, effectivement, institutionnel, pour vous dire, même si nous sommes au CNAM, qui est quand même une institution qui est au cœur de tous ces enjeux et qui l'enseigne, qui les met en pratique, il faut savoir que même dans le domaine des sciences, chers amis, les grands scientifiques qui ont bousculé les paradigmes dominants n'étaient pas dans l'institution ou étaient en marge de l'institution. Charles Darwin n'a jamais été universitaire. Erasmus Darwin non plus. Einstein, il était ingénieur de 3e catégorie au bureau des brevets de Zurich. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'innovation, elle est souvent à la périphérie. Pas des gens qui cherchent à être des marginaux, des gens qui se revendiquent originaux, mais qui ont une très bonne analyse des connaissances, parce que c'est des gens comme Picasso en peinture. Picasso, c'est pas un gars qui s'est mis d'un seul coup à faire les choses. Il avait une connaissance extraordinaire de l'histoire de la peinture. Mais c'est à partir de là. Mais
Voilà, c'est toujours à la périphérie. Et c'est là que c'est compliqué parce qu'effectivement, les grands partis politiques, les grandes institutions sont évidemment pas à même de capter ces nouveaux talents parce qu'évidemment, ça perturbe leurs équilibres ou la façon de concevoir les choses. Mais l'autre chose, effectivement, regardez ce qui s'est passé dans le monde universitaire. Publish and perish. C'est-à-dire il faut publier le plus possible pour assurer sa carrière. Or, si vous voulez publier le plus vite possible pour assurer votre carrière, ne changez pas le paradigme. Publiez dans le paradigme. C'est exactement ce que disait Jean-Louis Etienne, quand il arrivait avec son bateau, eh ben, les experts, ils avaient un paradigme. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui sort du paradigme? Donc j'ai du mal à comprendre. Et c'est ça la grande difficulté. C'est pas simple cette histoire d'innovation, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je citerai une étude, parce que je suis très impliqué dans les questions aujourd'hui de médecine évolutionniste, et on aura tout à l'heure un beau débat autour de la médecine de demain, c'est que très clairement, lorsqu'on regarde les... Alors juste un jour, j'ai fait une digression et du coup j'ai oublié le fil de mes idées, je deviens atteint par Alzheimer. C'était sur la médecine évolutionniste, mais ça reviendra. Bon, sur le fait de participer, comme vous le disiez, aujourd'hui, on le voit bien, ça me revient, pardonnez-moi, on voit bien qu'aujourd'hui, vous êtes connectés, vous avez accès à l'information. Nous avons aujourd'hui de grands enjeux d'éthique autour de l'accès à cette médecine, la médecine avec des questions d'éthique. Si vous êtes connecté avec le big data, et qu'on est capable de savoir quelle est votre maladie, parce qu'un jour, j'avais une discussion récemment sur le secret médical. Mais j'ai dit, mais attendez, si du moment que sur Twitter, vous dites, tiens, j'ai été voir mon médecin, j'ai acheté tel médicament, tiens, j'ai tel symptôme, vous dites ça à vos amis, on sait exactement la maladie que vous avez. Donc, ce qui est en train d'arriver aujourd'hui avec ces nouvelles technologies, on peut prendre les choses en main. C'est très clair, ces outils permettent de le faire, je donnerai d'autres exemples tout à l'heure sur la troisième partie de ce débat, mais très clairement, on voit bien que nous-mêmes, nous nous mettons dans des situations qui mettent en jeu notre liberté, notre vie privée et des questions d'éthique. Donc, et c'est ça qui est essentiel aujourd'hui. Et pour terminer sur Publish and Perish, ça finit par revenir, il y a des études qui ont été faites récemment et déterminer quels étaient les travaux qui avaient le plus de pérennité, qui étaient le plus cités et qui permettaient de faire avancer vraiment les connaissances dans un domaine. C'est une étude entre le NIH et une étude des recherches qui sont menées par le Howard Hughes Institute. On s'est aperçu que les personnes qui étaient sur Publish and Perish avaient de bonnes carrières, mais que leurs articles valaient que dalle 2 ans plus tard. Ça avait aucune... C'est parce que ça renforçait que le paradigme. Par contre, les études qui étaient à moyen terme, où là on évaluait effectivement les avancées des chercheurs, non pas que sur les résultats, mais sur les processus et les méthodes. Sur les processus et les méthodes, on y viendra tout à l'heure. C'est qu'effectivement ces articles étaient cités dans les 5 ans, 6 ans, 10 ans qui suivent. Donc on voyait que effectivement, d'un point de vue institutionnel, la question de l'innovation qui semble nous submerger de tous les côtés pose de réelles difficultés, qu'il s'agisse de faire valider un bateau, comme l'a dit Jean-Louis Etienne, ou qu'il s'agisse donc effectivement de pouvoir être capable d'accepter, de discuter les nouveaux paradigmes. Donc c'est vraiment un travail institutionnel majeur auquel nous devons nous atteler tous, parce que effectivement on voit bien que lorsque c'est pas compris, eh bien les conséquences et les sanctions sont immédiates. Merci Pascal. Nicolas, quelques mots? Alors, en complément, quelques mots. Comme il vient d'être dit, l'innovation, elle est indissociable du risque et du changement. Donc, ça pose 3 questions. Premièrement, comment est-ce qu'on fait émerger dans une société des hommes ou des femmes qui sont capables de générer le risque, d'accepter le risque et de générer le changement? Comment, du point de vue des institutions, on accompagne ceci à la fois pour permettre l'innovation, mais aussi pour gérer la déstabilisation qu'elle suscite, et on en a assez parlé. Et troisièmement, comment la société s'empare des problèmes éthiques que pose l'innovation. Voilà, à mon avis, les 3 plans. Donc, sur le premier point, il ne fait pas de doute que Schumpeter a raison, et donc que l'innovation, ça reste toujours, surtout quand c'est une innovation de rupture, c'est toujours l'affaire d'individus qui sortent de la norme. Et donc, le problème des démocraties, c'est des régimes fondamentalement conservateurs. Comment est-ce qu'on permet à ce type de personnalité d'émerger? Et pour ça, on sait qu'il faut des systèmes ça n'émerge que dans des systèmes qui sont à la fois
complexes et ouverts. Donc les endroits où l'innovation fleurit, c'est des endroits où on trouve des chercheurs de l'université, du capital investissement, des infrastructures. Et il faut arriver à réunir tout ceci et à accepter par ailleurs de laisser beaucoup de marge de liberté parce que l'innovation n'arrive jamais par l'endroit où on l'attend. Ensuite, sur les institutions, la responsabilité des institutions, il y a deux choses. Premièrement, permettre à ces systèmes complexes d'exister. Donc il y a des stratégies d'environnement et puis il y a des stratégies de soutien. De ce point de vue-là, aujourd'hui, le système américain type DARPA, il est beaucoup plus, à mon avis, on parlait des objectifs, il est beaucoup plus efficace que le ciblage a priori par des administrations de certains objectifs comme on le fait en France. Il vaut beaucoup mieux avoir des budgets qu'on accorde à des gens en leur donnant carte blanche sur un temps limité pour voir ce qu'ils vont en faire, plutôt que de demander à des ministères de définir en amont ce que va être l'innovation dans les 20 prochaines années. Et il y a un troisième problème qu'on a évoqué, mais qui est fondamental, parce que là, ça déborde les États et les individus, c'est comment on gère les problèmes éthiques de l'innovation. J'en donnerai 3 exemples. Aujourd'hui, le véhicule autonome. Vous avez vu qu'il y a eu le premier mort dans une voiture Tesla, mais derrière, il y a tous les programmes. Tant que le problème posé, c'est de savoir si on a un accident ou si on s'arrête, ça, c'est pas très compliqué à régler. Il y a une deuxième question qui est plus compliquée. Est-ce que j'écrase la grand-mère ou le landau? Et puis, il y a un troisième type de problème. Est-ce que j'écrase la personne qui est devant? Est-ce que je protège d'abord la personne qui est dans la voiture et je la sécurise en priorité, ou est-ce que j'évite les victimes à l'extérieur? Vous voyez que tout ça, en fait, ce sont des problèmes que le logiciel de la voiture autonome est obligé de régler d'une manière ou d'une autre en amont. On a le même type de questions sur, par exemple, les frappes de drones, sur le transhumanisme, et on va avoir des problèmes comparables avec, évidemment, le développement de l'intelligence artificielle. Et ça ne peut pas être que l'entrepreneur ou l'innovateur, ça ne peut même pas être seulement l'État qui répond à ceci, il faut avoir un système de débat public. Deuxième série de remarques, est-ce qu'il y a des changements, y compris au sein de l'innovation? Réponse oui, et je pense qu'aujourd'hui il y a 2 choses très particulières. D'abord, c'est une innovation qui se fait maintenant vraiment par le bas, y compris aux États-Unis, donc sur toute la partie numérique. C'est plus du tout piloté en haut par l'État, même si l'État américain déverse des sommes considérables pour accélérer l'innovation. Et puis l'intelligence artificielle change les choses, parce que, comme vous savez, si on prend un exemple frappant, donc l'ordinateur Deep Blue qui a battu le champion d'échecs de l'époque était un ordinateur qui était programmé par l'homme, donc il allait plus vite sur la capacité de calcul et il avait engrangé toutes les situations possibles sur un nombre de cases assez limité. Comme vous savez, AlphaGo qui a battu le champion du monde de Go, lui, la machine a appris à jouer elle-même. Et elle n'a pas été programmée. C'est en apprenant elle-même à jouer qu'elle est devenue meilleure que l'homme. Et donc vous voyez que là, on a une différence fondamentale, y compris éthique, c'est-à-dire que maintenant, la machine n'est plus seulement le prolongement de l'homme. Elle devient vraiment un concurrent ou un compétiteur, et ça ouvre évidemment des débats extrêmement neufs et importants. Troisième série de remarques pour répondre quand même à ce qui avait été dit. Donc de même qu'il y a ces changements, il y a clairement un bouleversement de la hiérarchie des nations et des continents qui innovent. L'Asie a un budget de recherche et développement qui est supérieur à celui de l'Europe depuis 2000. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde par exemple le numérique, mais aussi par exemple la santé, avec là aussi des problèmes éthiques, puisque grosso modo en Chine, vous pouvez cloner tout ce que vous voulez sans aucune forme de limitation ou de contrôle. Il y a quand même 2 grands endroits où on innove, évidemment les États-Unis, mais aussi l'Asie, y compris sur le numérique, avec aussi des grands acteurs, Baidu, Alibaba ou autres, et l'Europe est un continent qui est en train de décrocher. Si on regarde par exemple, l'Europe avait le leadership des télécommunications en 2000, elle a tout perdu en l'espace de 15 ans et elle n'est nulle part en matière de numérique et d'Internet. Et quand on regarde, il y a un indicateur, on ne va pas parler trop de chiffres, mais il y a un indicateur pour l'innovation qui est intéressant,
c'est celui où on additionne la recherche publique, la recherche privée et le budget de l'enseignement supérieur. Et si on fait ça, on voit que le premier pays au monde, c'est la Corée du Sud, avec 6,2% du PIB. Le deuxième, les États-Unis, avec 5%. La Suède, 4,2%. L'Allemagne, 3,6%. La France tourne autour de 3%. Donc, par ailleurs, c'est vrai qu'on voit aussi cette émergence. D'abord, c'est intéressant de voir qu'une partie de l'Europe, notamment l'Europe du Nord, est dans la course, même si la Suède est un petit pays. Mais on voit, je pense que ces chiffres donnent une idée assez claire de la nouvelle hiérarchie qui va arriver en matière d'innovation. Et pour donc notre pays, je crois qu'il faut dire quand même un mot sur justement la partie éthique ou morale, c'est qu'un pays qui introduit le principe de précaution dans sa constitution est un pays qui rend inconstitutionnel l'innovation et le risque, et c'est un pays qui en paye nécessairement le prix. Donc, ce poison que nous avons introduit est extrêmement fort. Il y a aujourd'hui dans notre pays un esprit non seulement anti-économique, mais un esprit malthusien, un esprit de détestation du progrès et de la science qui a déjà des conséquences dramatiques. La première d'entre elles étant que dans le pays de Pasteur, c'est aujourd'hui le pays où les gens sont le plus réticents et le plus inquiets à l'idée de se faire vacciner. Et il y en a déjà des conséquences tout à fait spectaculaires sur la santé publique. Bien, merci. Alors, il nous reste une petite dizaine de minutes pour aborder le troisième temps, mais que vous pourrez relayer évidemment ensuite par vos questions. Ce troisième temps va nous amener sur des choses peut-être plus concrètes, opérationnelles, sur les dispositifs concrets de la fabrique de l'innovation. Je savais que Pascal Pic parlerait de Darwin, forcément, mais je ne savais pas qu'il parlerait d'Erasmus Darwin, le grand-père. Et en gestion d'innovation, c'est quelqu'un qu'on connaît très bien, parce que c'est l'un des fondateurs, au milieu du XVIIIe siècle, à Birmingham, de la Lunar Society, la Société de la Lune. Alors qu'on appellerait aujourd'hui un système d'innovation, un écosystème ouvert, un système original, un lab. Et en fait, c'est une société qui réunit des gens qui ne sont pas des savants, qui sont hors du système, mais qui sont bardés de connaissances, parce qu'ils lisent les philosophes, parce qu'ils s'intéressent aux techniques émergentes de la première révolution industrielle, qui discutent entre eux, qui font venir, qui échangent. Boulton, l'un des fondateurs, a échangé 11 000 courriers. À cette époque, on voyage, on s'interroge. On est sur des dispositifs qui sont récurrents dans les formes d'innovation. Et c'est d'ailleurs la rencontre entre Boulton, l'un des autres fondateurs de cette Lunar Society, avec Watt, qui a permis l'éclosion de la machine à vapeur, ce qui est peu connu, mais qui, dans la fabrique opérationnelle, explique que la rencontre entre l'inventeur isolé et ce collectif savant qui mélange des niveaux différents de connaissances et des profanes aussi, avec une croyance dans le progrès, engendre cette fabrique dont les conséquences nous ont été rappelées par Nicolas Bavrez sur plusieurs centaines d'années. Alors, dans ce troisième temps, je voudrais vous adresser trois dernières questions. Vous rebondissez sur celles qui vous semblent pertinentes. D'abord, un niveau de questions sur les formes d'organisation d'innovation. Est-ce qu'il y a des formes d'organisation aujourd'hui qui sont en crise? Est-ce qu'il y a des formes qui émergent? Il y a tout un tas de terminologies sur les formes d'organisation d'innovation. J'évoquais les labs. Bon, il y a plein d'autres choses. Est-ce que vous avez à témoigner, à illustrer là-dessus? J'ai une deuxième interrogation sur la pédagogie d'innovation. Je l'évoquais dans les propos liminaires. Est-ce qu'il y a des dispositifs innovants, des manières de former, de retrouver un optimisme contrebalançant vos derniers propos, Nicolas, dans l'enseignement de l'innovation? Et puis, un dernier niveau de question sur ce que j'appelais l'expérimentation. Autrement dit, des dispositifs qui permettent de faire des choses concrètes pour innover, donc d'engendrer de la connaissance par le faire, par la réalisation concrète, plutôt que par des grandes réflexions. Là aussi, on a, et c'est lié à la première question, des formes d'organisation qui permettent de faire ça. Je sais que Jean-Louis Etienne a beaucoup expérimenté, engendré des innovations en partant par la pratique. Donc, sur la relation à l'organisation, à la pédagogie, à l'expérimentation, est-ce que vous avez, dans un temps qui est maintenant court, très court, mais qui nous permettra ensuite d'enchaîner avec vous, quelques propos à
à nous livrer. Merci, Pascal. À propos de la citation, c'est intéressant parce que je fais partie de l'Observatoire de l'ubérisation de la société et nous avons eu cette discussion. Et à un moment, on parlait des GAFA, donc Google, Amazon, Facebook, Apple. Moi, je dis GAFA parce qu'il y a aussi Twitter et il y en a d'autres. Et je disais effectivement, c'est quand même des jeunes hommes, des jeunes femmes qui ont fait émerger quelque chose de nouveau. Et quelqu'un m'objecte, oui, mais attention, regarde. Et Nicolas Varese l'a dit, il y a l'argent donc de la DARPA, de l'argent du gouvernement américain. Oui, mais attendez. Eux, ils laissent émerger et ensuite ils mettent de l'argent. Tandis que nous, on essaye de baliser ce que devrait être l'innovation à partir de comités Théodule comme ceux qui étaient évoqués. Et donc ce qui est complètement contradictoire avec l'idée d'innovation, c'est-à-dire qu'effectivement, on donne une direction avec des financements pour que ces choses apparaissent comme on pense qu'elles pourraient venir. Donc évidemment, ça ne peut pas marcher, parce qu'on a dit que ça émergeait donc à la périphérie et à la marge. Donc on est sur des contradictions majeures en termes de politique de l'innovation, qui posent de réelles difficultés. Alors comment faire? Moi je vois des choses quand même formidables aujourd'hui qui sont en train de se mettre en place, notamment avec ces réseaux. Vous connaissez tous la crise du monde des éleveurs. Et il s'est créé, alors je cite parce que je trouve formidable, ça fait 1 an, c'est un groupement donc d'éleveurs, c'est autour de la Normandie, mais maintenant ils sont à l'échelle mondiale, qui s'appelle Évolution. Évolution. Parce que justement, ils avaient bien compris ces concepts-là, ils m'avaient bien lu, ça m'a fait plaisir, alors j'y suis allé. Et aujourd'hui, on est avec la vache 2.0. C'est-à-dire qu'effectivement, toutes les vaches sont connectées, et pendant que nous étions dans nos débats, eh bien, ils savaient qu'à tel moment, alors ils disent tous Marguerite, toutes les vaches s'appellent Marguerite, ça c'est pas très innovant, et donc, quand elle passait sur le tapis roulant pour se faire traire, etc. Alors que souvent, jusqu'à présent, le problème des éleveurs, c'était qu'effectivement, les animaux ont des exigences au moment où on s'y attend pas, et c'est très difficile d'avoir des week-ends, de partir, etc. Et là, c'est complètement connecté. Et je vous donne un autre exemple qui m'a frappé, j'ai vu ça à la télévision, ça s'appelle Ce lait. Ça s'appelle Ce lait, où là, effectivement, on sait très bien que les éleveurs produisent du lait à coût négatif, donc ils ne gagnent pas leur vie, ils ne dégagent pas de marge, et pas du tout de salaire, bien sûr. Et là, ils se sont mis en réseau, ils ont mis une plateforme, et ils ont demandé aux gens quel lait vous voudriez. Eh bien, il y a un cahier des charges qui a été mis en ligne avec toutes ces personnes, où là, effectivement, les consommateurs acceptent de payer 20 ou 30 centimes de plus le litre de lait, ce qui n'est pas grand-chose, soyons clairs, et avec des exigences, les vaches 6 mois auprès, donc les vaches sont plus heureuses, avec donc des cultures bio, etc. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on voit bien que notre système est devenu complètement bloqué avec des stupidités très claires, comme par exemple, pour la SNCF, aller de plus en plus vite entre 2 gares, sauf que si vous allez à Besançon, vous prenez une demi-heure pour aller de la gare à la ville et vous ne pouvez pas vous garer. Non mais attendez, on marche sur la tête, quoi. Donc, ce qu'on appelle les décisions absurdes. Hein. Et comme la logique du prix le plus bas est devenue une logique complètement absurde, et fort heureusement, on voit bien qu'aujourd'hui, on a plein de réponses qui se font comme cela, à travers des relations nouvelles, de nouvelles intermédiations. Et c'est pour ça que je suis très optimiste sur ce qui peut se faire, parce que ce sont des choses concrètes qui sont en train de se faire. C'est pas l'idée de contourner le système, c'est qu'on voit bien que le système n'est plus capable de répondre aux logiques qui l'ont amené jusque-là. Et moi, comme je suis darwinien, je ne dirai jamais que le système est bon ou mauvais. La vraie question qu'on doit se poser, vous et moi, tous là, hein, c'est de se dire, à partir de quand je suis capable de comprendre que ce qui a fait mon succès ne suffira pas demain. Et Darwin ne parlait pas d'évolution, il parlait de descendance avec modification. Darwin parlait de comment les variations et les innovations d'aujourd'hui changent le monde et nous permettent de l'accompagner. Et vous voyez, c'est un changement de paradigme complet, puisqu'effectivement, ça devient moins anxiogène, et effectivement, ça nous permet donc d'avoir aussi des moyens d'action, comme les 2 exemples que je vous ai cités. Jean-Louis. Oui, on est au CNAM ici, et donc je rebondis toujours sur les aspects pratiques, effectivement, et en même temps sur l'éducation que vous avez soulevée. Moi, je suis un pur produit, si vous voulez, de l'enseignement technique. Et je n'avais pas les notes pour entrer en 6e. Donc, je suis allé vers le collège technique, j'ai fait un CAP de tourneur-fraiseur. Ce que je veux dire, c'est qu'on m'a donné par mes 10 doigts, par la matière, par la technologie, par une implication pratique qui a éveillé quelque chose. J'ai repris confiance et je suis revenu dans le circuit. Et ça me paraît essentiel aujourd'hui. Je fais pas mal d'interventions dans les lycées et tous les directeurs d'établissement me disent la même chose. On a des parents qui insistent pour pousser leur enfant vers le bac général alors qu'on voit déjà qu'en 3e ou en seconde, ils ne sont pas dans la motivation. Moi, je n'aimais pas l'histoire parce que je ne la comprenais pas. Aujourd'hui, je me régale de regarder le passé en fonction de l'histoire. Donc, c'est devenu un outil de culture. Mais à cet âge-là, on cherche à avoir confiance dans quelque chose. Et je trouve que la formation professionnelle, qui est très décriée dans notre pays et qui est pratiquée dans d'autres pays, qui permet à un certain moment d'entrer dans une pratique
Quand vous faites quelque chose de vos 10 doigts, que vous avez une bonne note sur une chose que vous avez réalisé vous-même et non pas quelque chose que vous avez répété par l'apprentissage, ça change tout. Et cet acquis, cette confiance-là, elle est fondamentale à entraîner, à poursuivre. Et donc je suis un farouche défenseur de l'intelligence manuelle, qui est effectivement une autre façon de s'exprimer, parce qu'un geste bien fait n'est en fait que le prolongement d'une pensée bien ordonnée. Merci Jean-Louis. Alors Nicolas, j'abonde dans ce qui a été dit. Si vous regardez, il y a des très belles images de Marcel Dassault. Il a commencé en faisant faire par un marchand un fabricant de meubles sa première hélice en bois. C'est comme ça qu'il a commencé à rentrer dans l'industrie de l'aviation. Il y a des images extraordinaires où il est à la fin de sa vie et on le voit en train de passer la main sur le bord d'attaque d'une aile d'avion de chasse et en disant les bons avions sont les beaux avions. Et il y a un côté même physique, c'est de la résine, hein, mais c'est ce qui a été dit est très important. C'est ce qu'on disait sur l'innovation. Il y a la dimension du rêve et ensuite il y a la capacité d'incarner le rêve en réalité. Très vite, trois choses sur ce qui a été dit sur les labs, etc. Oui, aujourd'hui, il y a des changements fondamentaux, c'est-à-dire que grosso modo, le modèle taylorien, fermé, bureaucratique de l'innovation est mort. J'en donnerai un exemple très simple, la pharmacie. La pharmacie, des groupes géants, mondialisés, très technologiques, avec des capacités de recherche énormes, sauf que pour avoir une molécule aujourd'hui, il faut lancer 5 recherches, une molécule disruptive, hein, il faut lancer 5 recherches à $1 milliard pour avoir peut-être un résultat au bout. Donc 5 milliards, c'est quand même des sommes considérables. Alors qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que des startups arrivent à faire émerger des découvertes majeures dans le domaine médical ça va beaucoup plus vite et ça coûte beaucoup moins cher. Et vous voyez qu'aujourd'hui, la plupart des grands géants pharmaceutiques rachètent des petites entreprises pour cette raison-là, parce que ça coûte moins cher, y compris d'investir dans beaucoup dont certaines ne donneront rien, plutôt que d'avoir ces programmes géants pilotés par le haut et qui en plus n'arrivent pas à capter toute une partie de ce nouveau monde qui est le monde de l'ouverture. Cédric Villani vous en parlera peut-être, y compris dans le domaine des mathématiques, le fait d'avoir un certain nombre de controverses ouvertes lancées dans le public a permis de faire émerger des idées nouvelles, et y compris par des gens qui n'étaient pas du tout considérés, a priori, comme des mathématiciens. Donc ça, c'est vraiment un changement majeur. La deuxième chose, c'est que si on accepte ça, l'idée d'avoir, on en revient aux politiques publiques, la politique de recherche centralisée par le haut, elle est morte. Et donc, on peut faire deux choses, de l'action sur l'environnement et du soutien dispersé en créant et en mettant des moyens pour faire émerger un certain nombre d'idées. Et la troisième idée très rapide qui a déjà été évoquée mais qui est fondamentale, c'est qu'évidemment, l'éducation est clé. Parce que l'éducation, c'est elle qui peut vous faire émerger des innovateurs, des entrepreneurs. C'est elle qui peut permettre de désarmer une partie de la peur du changement. C'est elle qui peut justement contribuer à créer une société d'innovation qui soit aussi une société de citoyens capables d'accepter la responsabilité et le risque qui vont avec l'innovation et qui doivent être gérés. Et pour ça, c'est vrai que les systèmes éducatifs performants doivent faire deux choses, transmettre et créer de la connaissance et accepter le sens du risque et de l'innovation. Et de ce point de vue-là, le système français n'est pas pour rien au 25e rang sur 32 dans les classements PISA, parce qu'il méprise aujourd'hui la connaissance et il ne la transmet plus, et il sanctionne le risque et tout ce qui n'est pas dans la norme. Et de ce point de vue-là, il y a donc un effort considérable qui doit être accompli. C'est Camus qui disait « Seul le risque justifie la pensée ». Et bien, quand on refuse le risque, on refuse la pensée, et on est mal parti dans le XXIe siècle. Très bien, merci. Donc Nicolas Bavrez qui citait Camus, et un enthousiasme partagé sur la relation au faire, à ce que nous appelions ici au CNAM à la création la démonstration.
l'apprentissage par les pratiques plutôt que par les discours abstraits. Il nous reste 10 minutes pour échanger avec vous. Il y a un micro qui circule dans la salle et on devra tenir les délais pour respecter évidemment le programme et les autres interventions. Merci d'être bref dans la formulation des questions. D'accord. Bonjour, donc Didier Clairaut. Juste une petite question, parce qu'on a posé effectivement la question de l'innovation. À un moment donné, j'ai entendu la notion de progrès. Or, effectivement, le progrès donne du sens à l'innovation quelque part, et donc en conséquence, effectivement, permet au changement d'être mieux accepté lorsque cette vision est claire et partagée. À l'heure actuelle, l'innovation, ça va dans tous les sens. Ce n'est pas un terme qui est effectivement orienté comme le progrès et donc pas partagé en termes de valeurs partagées pour l'ensemble de la société. Si on n'a pas une vision effectivement claire en la matière, l'innovation ne sera qu'un outil peut-être mercantile supplémentaire au regard effectivement du déploiement de certaines entreprises et de leurs orientations. Voilà. C'est juste une réflexion. Oui, c'est ce que j'esquissais rapidement tout à l'heure. Depuis Condorcet, effectivement, on est dans un changement auquel nous participons. On voit émerger des choses, même celles que nous n'avons pas encore complètement perçues. Mais globalement, nous sommes en déficit total d'une véritable vision de progrès avec les enjeux liés à l'écologie, à la COP21, à la démocratie, etc. Donc on voit bien que l'innovation technique en soi ne suffit pas à construire une idée de progrès, et c'est cette raison qui fait qu'aujourd'hui, on a ces reculs un petit peu angoissés par rapport à ces changements qui sont en cours. Le monde du travail est déjà complètement changé, celui de la santé, j'en ai parlé, etc. Donc effectivement, et merci cette belle réunion, et une fois de plus à notre ami Denis l'a fait, de réunir des gens comme Edgar Morin et d'autres, pour essayer de réfléchir à cette société demain qui, pour l'instant, effectivement, soyons très clairs, n'est pas parfaitement définie. Donc, c'est bien tout ce qui arrive avec le numérique, mais aujourd'hui, on parle plutôt de d'ubérisation comme destruction, plutôt que de création de nouvelles choses, parce qu'on n'a pas la vision qui va avec. Donc, je souscris à ce que vous dites, et c'est un véritable chantier. Bonjour, Alain Carnevez. J'ai une question simple. N'est-ce pas un problème aussi sur la question des éléments de langage? Monsieur Bavrez a particulièrement insisté sur la notion de risque et changement, qui a tout de suite un côté assez anxiogène. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt parler de jeu et de dimension joyeuse? En fait, une grosse part de l'innovation aux marges se fait par des gens qui sont plutôt bien dans leur vie, et qui portent en eux quelque chose de joyeux, alors pas forcément joyeux au sens de s'esclaffer, mais joyeux au sens profond de la relation de groupe. Dans le groupe, c'était le cas de la Lunar Society, mais c'est le cas de l'autre. Et là, je pense qu'à un moment, il y a vraiment une réflexion à avoir. L'innovation Twitter, effectivement, c'est au bord de la plage des guitares des choses. C'est des gens bien dans leur peau et c'est des gens joyeux. C'est pas, ils en ont rien à foutre du risque et du changement. Ils ont juste envie de faire ça pour faire ça. Oui, mais c'est ce qui a été dit. L'entrepreneur ou l'innovateur, il innove et par définition, il croit à son idée, il la porte et il essaye de passer les obstacles. Ensuite, ce qui est important de regarder, c'est que si on n'a que ça, comme il a été dit, la technologie, ensuite, la technologie, elle est duale. Elle peut apporter des choses très positives, elle peut apporter aussi des choses négatives. Quand on prend la technologie nucléaire, on voit bien ce caractère dual, et on l'a dans la plupart des innovations, et y compris d'ailleurs sur la civilisation numérique, comme il a été rappelé. C'est aussi une arme redoutable entre les mains de groupes terroristes. Donc, ce que vous avez dit sur l'innovateur est tout à fait juste. Il n'empêche qu'il faut ensuite, et pour ne pas l'avoir fait, on en paye le prix, comme il a été dit précédemment, si on n'a pas des politiques d'accompagnement, des politiques pour justement permettre d'acclimater le changement, pour avoir justement une croissance, une innovation inclusive. À ce moment-là, on se met en risque d'avoir des chocs en retour terribles, parce que l'innovation, elle déstabilise aussi. Et ce qu'on voit sur le numérique, avec la vitesse à laquelle ça avance et les métiers, les emplois qui sont remis en question, si on ne s'occupe pas d'aider à la reconversion des gens, si on ne s'occupe pas de les former, si on ne s'occupe pas, comme il a été dit, de montrer que derrière ces changements,
il y a aussi de vrais espoirs, parce que le côté positif est très important, avec le développement de parties du monde qui n'arrivaient pas à accéder à un minimum de prospérité, avec des gens qui sortent de pauvreté. Eh bien, si ce travail-là n'est pas fait, et il est politique, mais aussi social, à ce moment-là, on se met en risque d'avoir des chocs en retour du type de ceux qu'on constate aujourd'hui avec le Brexit et l'élection de Donald Trump. Bien, nous avons le temps d'une dernière question, et ensuite nous devrons clore la discussion. Oui, bonjour. Bonjour, j'enchaîne justement sur la politique. On a vu que technologiquement, tout est allé très vite. Mais sur la politique, comment ça se fait que l'homme, animal politique, nous, notre dernière variation majeure, c'est 1945, le droit de femme. Comment ça se fait que c'est si lent et qu'il ne se passe rien ou pas grand-chose? Alors, il y a les éleveurs laitiers, mais finalement, il ne se passe pas grand-chose en tant que nous, humains, vivant autour d'autres hommes. On voit ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi c'est si lent sur notre cerveau et pas sur nos mains? Rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur la notion d'acceptabilité. Et on est le pays qui vient de signer l'accord de Paris et on se glorifie effectivement d'avoir signé l'accord de Paris qui est bien. Ségolène Royal a fait un effort énorme pour arriver à faire ratifier. On est dans les derniers en termes de développement des énergies nouvelles. Ce n'est pas les politiques, c'est l'acceptabilité. L'acceptabilité des citoyens qui ne veulent pas, par exemple, des éoliennes. Si on veut limiter les émissions de CO2, voilà. Ce qui se passe, c'est que là où on va mettre des éoliennes, c'est là où il y a du vent. Bon, c'est choisi comme ça. Mais il y a toujours dans le secteur quelqu'un qui a une résidence secondaire, qui a fait des instructions, qui a été à Paris ou dans la préfecture. Donc il est instruit, on va le voir, on dit écoutez, c'est inacceptable. Lui, il a ses résidences secondaires, il n'a pas envie d'avoir des pales, même si c'est loin qu'il tourne devant chez lui. Comme il est instruit, il va créer une association, on va le mettre président, c'est un Napoléon et c'est devenu un chieur. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe. Pour être simple, et je me permets de le dire parce que je suis totalement libre, si vous voulez, je n'appartiens à aucune institution. Et donc c'est un peu ça. Il y a une acceptabilité du citoyen, il y a une façon permanente d'avoir une morosité par rapport à la création. Je pense que ça vient aussi d'un déficit de culture, parce qu'il faut faire une démarche vers la compréhension du processus. Si on veut raconter des choses simples, l'éducation c'est quelque chose qui est essentiel. L'éducation c'est pas bourrer le crâne, c'est donner envie. Donner envie, c'est une démarche totalement différente. C'est un travail de mise en scène de la connaissance. Et cette mise en scène de la connaissance, elle est faible. Elle est faible, si bien qu'effectivement, il y a un rejet par manque de compréhension des processus. Et, enfin, vous pourrez en parler pendant un moment, mais il y a une démarche d'acceptabilité heureuse, pour reprendre le terme, qui n'est pas politique, hein. Joyeuse, vous avez dit, monsieur, tout dans la création, il faut faire attention à ce qu'on dit aujourd'hui. Une acceptation joyeuse, effectivement, la création, ça se fait en général par quelques groupes de gens très instruits aujourd'hui qui, vous voyez, j'étais à la fac, c'est pour dire qu'il faut arrêter, j'étais à la fac de médecine, j'étais invité à témoigner, c'était la semaine dernière, à l'hôpital, à Marie Curie, devant un panel d'étudiants en médecine, ils étaient aussi nombreux que vous, en deuxième année. La psychiatre, celle qui a la chaire de psychiatrie, m'a fait intervenir pour dire ils ont passé l'examen, ce sont des élèves brillants, ils s'ennuient, ils se demandent ce qu'ils font là, ils ont perdu la motivation. Pourtant, en fait, ce qui se passe dans les grandes écoles, c'est un peu pareil. On a un système où on a des concours d'une grande difficulté, et en fait, le passage du concours, c'est l'obstacle est passé, et maintenant c'est fini. Et en fait, on retrouve des gens hyper compétents, pas motivés, que ce soit Super-Héros, j'étais l'autre jour à l'école centrale, pareil, des élèves qui sont des champions, qui ont la médaille d'or olympique des concours, et après, il faut qu'ils fassent comme s'il fallait qu'ils fassent une reconversion. En fait, donc, la séduction dans le projet pédagogique, elle est un accompagnement, elle n'est pas de bourrer le crâne d'élèves qui arrivent épuisés à la fin du concours, mais au contraire d'accompagner effectivement l'ouverture, et je pense que c'est la seule façon de renouer avec une liberté de création qui est à la base de l'innovation. Un mot pour compléter ce qui a été dit, mais vraiment un mot. C'est-à-dire que le fait que la politique soit en retard dans des démocraties, c'est pas anormal. Ce sont des régimes conservateurs et des régimes qui sont pas spontanément faits pour gérer des situations extrêmes. Donc aujourd'hui, les technologies vont très vite, les sociétés bougent aussi très vite, mais dans des sens contradictoires. Simplement, il faut à un moment donné que la politique rattrape son retard. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un moment très dangereux parce que dans les démocraties, cet écart s'accroît, alors que de nouveau, on a de l'autre côté
deux types de formes politiques qui les contestent frontalement, les démocratures et puis le fanatisme religieux. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut arriver et que l'innovation gagne aussi ce monde politique. Et c'est ça le grand défi, c'est d'arriver à remettre le monde politique en accord et en adéquation avec le monde moderne et cette civilisation de l'innovation. Alors, sur les femmes, madame, Société lunaire, je vais être très bref. Erasmus Darwin et ses copains ont été les premiers, en 1797, à écrire un manifeste pour que les femmes aient la même éducation que les garçons et les filles. Et vous savez, on en est aujourd'hui. L'anthropologie nous permet de voir que les archaïsmes sont beaucoup plus profonds, malheureusement, qu'on l'imagine.